Bonjour à toutes et à tous, voici la deuxième partie du cours sur l'Empire romain face aux chrétiens et aux autres empires, au monde lointain. C'est le grand 2, deuxième partie donc aujourd'hui de l'Empire romain et des mondes lointains. Ça correspond dans votre manuel à la page 168 à 171 et la page 178. Alors, l'Empire romain, oui, fait du commerce avec l'Orient, pas qu'avec l'Orient, mais principalement avec l'Orient. Oui, l'Empire romain est vaste. L'Empire romain a des richesses très importantes, hein. L'Empire romain a des climats très différents, du nord de l'Europe, de l'Allemagne, jusqu'en Afrique du Nord, jusque dans les climats méditerranéens euh, du Proche-Orient. Donc on peut cultiver de nombres très impressionnants d'espèces très différentes, de fruits et de légumes. On peut domestiquer des animaux très différents du nord de l'Europe jusqu'en Afrique du Nord. Mais il y a des produits que ne produit pas l'Empire romain et dont l'Empire romain est assez friand. Alors, on va voir cette carte du commerce tout de suite à l'écran et puis aussi la carte que vous deviez faire pour aujourd'hui. Alors, on va partager l'écran. Je vais partager l'écran avec cette carte-là, la carte de la route de la soie. Voilà, qui correspond à votre carte page 171. C'est pas exactement la même, elle n'est pas prise sur le même angle, hein, mais c'est l'idée, d'accord? C'est les empires, donc les empires, quel empire? Il y a plusieurs, notamment ceux qui ont des couleurs différentes. Donc l'empire en orange, c'est l'empire romain que vous connaissez, avec son extension maximale au IIe siècle après Jésus-Christ, avec sa capitale Rome. Il y a l'empire parthe, hein, qui aujourd'hui ferait l'Iran, une partie de l'est de la Syrie, l'Irak et l'Iran, avec comme capitale Téhéran. Et puis l'empire Kuchan, on n'oublie pas, hein, qui est un empire qui va être évidemment coincé entre l'empire romain et l'empire chinois. Bon, il va être dépendant un peu des deux, avec la capitale de Bactre, on appellera aussi les Bactratides, hein, les habitants de cet empire Kuchan. Et puis l'empire des Han, qui correspond à la Chine aujourd'hui, qui ne correspond pas les frontières de la Chine aujourd'hui, mais qui est l'ethnie majoritaire en Chine aujourd'hui, et c'est l'ethnie qui dirige depuis justement plus de 2000 ans la Chine, avec bien sûr des frontières très différentes qui changent selon les conquêtes, selon les guerres, selon les traités de paix. Et donc l'empire des Han a son apogée, c'est-à-dire au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, avec les capitales successives, Wuhan qui est pas très loin de Pékin, et Chang'an, pour avec Shanghai qui est juste là. Ils ont une ville qui est aujourd'hui n'est plus qu'une ville historique, c'est une ville très importante. Donc, on voit qu'il y a des liens hein, avec des flèches, des deux côtés, hein, une flèche là, qu'il y a des routes en ligne, en pointillé, ça c'est des routes maritimes, hein, avec des bateaux, on pourrait avec des bateaux, tac, tac, tac. Et puis il y a des routes terrestres qui sont en ligne continue hein, et qui correspondent à une route qu'on va appeler la route de la soie. Pourquoi? Parce que c'est la principale matière première, le principal produit fabriqué par les Chinois que vont acheter les Romains qui sont très friands. C'est très à la mode à l'époque, au IIe siècle, IIIe siècle, IVe siècle après Jésus-Christ, de porter de la soie dans l'Empire romain. D'ailleurs, vous avez une très belle représentation à la page 173, document numéro 5, des femmes romaines vêtues de soie. C'est une fresque de Pompéi. Et donc une fresque, je rappelle, hein, c'est une peinture faite sur un mur à partir du 1er siècle, les Romains de la haute société portaient des vêtements tissés avec de la soie de Chine. C'était le luxe, le top de la top, la crème de la crème. Il fallait porter ça, c'était très à la mode. Ils étaient teints, donc on changeait de couleur, hein, on les colorait hein, et brodés de divers motifs, parfois au fil d'or hein, pour les plus riches, au fil d'argent pour les robes ou les vêtements les moins chers, mais quand même, la soie reste un produit de luxe. Celui qui avait de la soie sur lui, c'était un signe de richesse et de prospérité. C'était vraiment un signe de reconnaissance sociale très important. Donc, vous voyez, il y a des échanges commerciaux. Le commerce, c'est le fait de vendre et d'acheter avec d'autres pays. Et donc, on voit en vert les marchandises transportées d'est en ouest, donc les marchandises qui sont importées. Alors, un mot aussi qu'on a vu en géographie, je ne sais pas si on l'a utilisé, mais je vais l'utiliser là aussi quand même, est importé vers l'Empire romain, c'est-à-dire c'est produit en Chine et c'est vendu
dans l'Empire romain. Donc c'est importé dans l'Empire romain. Des importations, les produits importés, c'est des produits qui viennent de l'extérieur, donc importés de l'Empire romain. Et puis en rouge, des produits qui partent de l'Empire romain et qui sont vendus aux Chinois, parce que les Chinois aussi, hein, ils aiment bien des produits qu'ils n'ont pas chez eux. Le vin, par exemple, les verres. Alors les esclaves, oui, parce que la Chine, comme elle ne conquiert pas tellement de territoire, elle a moins d'esclaves que l'Empire romain, donc on peut échanger des esclaves, bien sûr. Du verre, des coraux, hein, oui, les coraux de la Méditerranée ou de la mer Rouge sont très, très beaux. Il y en a très peu en mer de Chine, hein, donc c'est tout à fait bien. Des concombres, oui, pourquoi pas, oui. Des figues, des noix notamment, et de la laine de mouton. C'est vrai que le mouton, en Chine, il y en a un, mais pas suffisant pour habiller tous les Chinois. Donc là, ce sont des exportations, des produits exportés de l'Empire romain vers la Chine, et puis en vert, les produits importés vers l'Empire romain. J'augmente, je vais diminuer voilà, je vais diminuer la voilà, pour qu'on voit la légende. Donc des produits donc importés vers l'Empire romain. Donc il y a, c'est bizarre, hein, parce qu'à l'époque, évidemment, on n'a pas les transports, on n'a pas des bateaux à vapeur, on n'a pas d'avion, évidemment, on n'a pas de voiture, évidemment. Donc, les carrosses, oui, mais enfin bon, les chevaux. Et donc, vous voyez l'échelle, hein, on est à peu près à 3 centimètres égale 2000 km. Il y a presque, il y a plus de, entre 6000 et 8000 km entre les deux capitales, hein, Rome et Luoang ou Shangang. Shanghai, hein. Donc c'est énorme, on le fait évidemment sur plusieurs mois, ça dure des mois et des mois, et on dort dans les villes successives, les grandes villes, qu'on appelle des villes caravanes, parce qu'elles accueillent les caravanes. Alors qu'est-ce qu'est une caravane? C'est un ensemble de chevaux ou de chameaux ou de dromadaires, ça dépend les régions, qui vont transporter toutes les richesses des deux pays, hein, d'un côté comme de l'autre, parce on part chargé, on charge les produits là et on repart chargé, évidemment, pour les commerçants. C'était un commerce intégral, hein. On vendait, et après, quand on avait tout vendu, on achetait où on avait tout vendu, on achetait d'autres produits, évidemment, et on les vendait à Rome, etc., etc. Ça tournait tout le temps. Donc, c'est des caravanes. Et ces villes-là s'appelaient des caravanes sérail, c'est-à-dire des hôtels à caravanes. Et on accueillait tous les gens. Dans une caravane, il y avait plusieurs commerçants. On voyageait à 10, 15, 20. On voyageait à 15, 20 chameaux, 15, 20 chevaux, 15, 20 dromadaires. Donc, quand vous voyez arriver les clients de cet hôtel pour caravane, il fallait de la place, hein. Donc, le caravansérail, il en existe encore, hein. Si vous allez à Téhéran, si vous allez dans le Caucase aussi ou à l'est de la Turquie, hein, la fameuse route de la soie, vous trouverez des hôtels particuliers avec un très grand champ à l'entrée, hein, et fermé, pour évidemment donner à manger aux dromadaires, aux chameaux, aux chevaux. Et puis tout en haut alors, en bas, les animaux, ils avaient leur chambre, hein, particulière, une écurie. Et puis en haut, tout en haut, les chambres des caravaniers, on appelle ça les caravaniers, c'est les commerçants qui commerçaient entre l'Empire romain et la Chine notamment. Alors voilà le cours que je vous ai préparé. Comme d'habitude, vous le savez, ne recopiez pas ici. Vous aurez le temps, je vous donnerai le cours sur Pronote. Vous pourrez donc le recopier sur Pronote tranquillement après avoir visionné la capsule vidéo ou l'imprimer et le coller dans votre cahier de cours comme vous le faites d'habitude. Juste après le grand 1 qu'on a vu l'autre fois, hein, le grand 1 qui était l'Empire romain et le christianisme. Voilà. Donc je vous lis ce que j'ai écrit en résumé. Donc les Romains réalisent des échanges avec toutes les provinces de l'Empire, bien sûr, mais ont également des contacts avec des peuples et des civilisations lointaines d'Orient, que l'Occident ne connaît pas, l'Amérique on ne connaît pas encore, donc c'est plutôt vers l'Orient que se tourne l'Empire romain, et donc bien en dehors du territoire impérial, évidemment. Des caravanes parcourant parfois plus de 7000, je dis entre 6000 et 8000 km à travers l'Asie et la Perse, transportent jusqu'à l'Empire romain, évidemment, on parle de ça, et ses rivages méditerranéens, des épices et des tissus de soie, des parfums aussi, oui, on ne trouve pas, des plantes parfumées spéciales d'Orient, venues d'Inde, ou encore des pierres précieuses. Seuls les Romains, qui sont riches, hein, peuvent avoir accès à ces produits d'un commerce lointain et cher, mais leur vie s'en trouve transformée, car ouverte à d'autres civilisations. Et oui, ils savent qu'il y a d'autres civilisations, aussi riches peut-être lointaines vers l'ouest, mais vers l'est, pardon, mais
qui ont aussi des avantages. Intermédiaires obligés de par leur position privilégiée sur la route de la soie, les marchands perses, par exemple, diffusent aux Romains ces produits rares par des relations commerciales fructueuses, c'est-à-dire enrichissantes. Mais l'Empire romain et l'Empire parthe, par exemple, entretiennent des relations conflictuelles, et oui, qui va finir par la fin de l'Empire parthe. Ces relations difficiles poussent les Romains et les Chinois à mieux se connaître et se rapprocher diplomatiquement au détriment de l'Empire parthe qui en fera les frais et qui disparaîtra petit à petit. Alors, deuxième partie, la Chine des Han, un empire prospère. Alors juste avant, je vais vous diffuser la vidéo qui est sur Atiekli qui justement va permettre de voir qu'il y a des villes à l'est donc à l'est évidemment de l'Empire romain, c'est-à-dire Palmyre, qui servent un peu alors on est là à peu près, qui servent un peu de carrefour, hein, entre les deux civilisations, où se rencontrent les deux civilisations. C'est le cas de Palmyre. Alors on va voir ensemble un petit documentaire tourné par la télévision japonaise sur Palmyre, qui aujourd'hui est dans l'actuelle Syrie. Le paradis des marchands caravaniers, le site de Palmyre. Les marchands qui tiraient leurs caravanes de chameaux le long de la route de la soie devaient affronter un grand défi, la traversée du vaste désert syrien. Au milieu de ce désert se trouvait une ville oasis connue sous le nom de Palmyre, la ville des palmiers dattiers. À partir du 1er siècle, après Jésus-Christ, Palmyre devint prospère en servant d'escale aux caravaniers, et cela pendant 400 ans sous l'égide de l'Empire romain. L'édifice le plus élevé de la ville est le temple de Bel, consacré au dieu suprême babylonien. Le toit s'est effondré, mais à l'origine, il était recouvert d'or. Le travail architectural révèle la beauté d'une grande époque révolue. La nappe phréatique était abondante sous le sable du désert. L'eau était distribuée à travers toute la ville grâce à des tuyaux en pierre. Palmyre était une ville oasis avec une réserve d'eau abondante. Cette place porte le nom d'Agora. Les marchandises exotiques, comme les épices, les perles, l'ivoire et les tissus en soie, y étaient âprement négociés. La ville générait d'immenses richesses grâce aux tarifs commerciaux et aux taxes. Les marchands caravaniers traversaient cette route principale après avoir franchi la porte de la ville. Cette voie d'accès fait environ 1,3 km de long et elle est suffisamment large pour que les convois de caravanes puissent avancer librement. 750 colonnes étaient alignées des deux côtés de la route pour accueillir ces commerçants. Une petite plainte est adjointe à chaque colonne. Ce sont des socles de statues de personnes ayant contribué à la prospérité de la ville. Palmyre fournissait tout le ravitaillement dont les marchands pouvaient avoir besoin. Les magasins y vendaient de la nourriture, des vêtements, des articles de voyage et même des souvenirs. Ce sont les vestiges d'un fourneau pour les bains. On utilisait une grande baignoire et il y avait même un sauna. Voici le théâtre de style romain. Il mesure 48 mètres de large et pouvait accueillir environ 2000 personnes. Des temples étaient même construits pour les marchands qui venaient des pays différents. Celui-ci est dédié aux dieux grecs ainsi qu'aux dieux arabes et persans. Cette ville internationale atteignit l'apogée de sa prospérité au IIIe siècle. C'est alors que la reine Zénobie se révolta contre l'Empire romain et perdit. Les Romains détruisirent la ville. Ce qui était autrefois le paradis des marchands caravaniers s'est alors lentement enfui dans le sable. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà donc l'histoire de Palmyre. Merci beaucoup. J'ai eu un petit. Si je ne sais pas si c'était enregistré ou non. Voilà, c'est bon. Donc voilà, Palmyre est un exemple vraiment important de ville sur la route de la soie, hein, c'est un carrefour qui permet, grâce à cette position sur la route, de s'enrichir par le commerce et avec cette richesse, créer des superbes bâtiments et le théâtre, même des temples dédiés aux dieux
des différents marchands qui ne sont pas de l'Empire romain, hein, qui ont des religions très différentes, pourquoi pas. Donc, vraiment une ville accueillante et qui prospère au niveau commercial et qui se voit évidemment dans les monuments qu'il y a encore aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit, c'est en Syrie aujourd'hui, et puis que depuis 2011, il y a une guerre civile en Syrie, et une partie de Palmyre a été détruite par les bombes entre 2011 et aujourd'hui. Et c'est très, très triste, parce que cette ville-là a vécu 2000 ans, et en 5-6 ans, eh bien, la ville, sous les bombardements, a perdu beaucoup de ses monuments, qui étaient les vestiges de la richesse, de la prospérité de cette ville, grâce aux routes de la soie. Donc, et oui, le commerce souvent enrichit les deux parties, que ce soit les Chinois ou les Romains. Alors justement, ces Chinois-là, on ne les connaît pas trop, mais on va faire un cours sur cela, hein. Il y a les Roms et les Chinois. Et qui sont ces Chinois-là? Alors, c'est celui-là, c'est la Chine des Han, un empire prospère. Il faut aller avec le manuel à la page 174 à 177 et page 179 à 181. Alors, la dynastie des Han est fondée en 2006 avant Jésus-Christ. Une dynastie, qu'est-ce que c'est? C'est une famille. Alors, elle est là, hop, je ne l'ai pas mis, alors on va le mettre. Une dynastie. Hop. C'est une famille de rois ou de souverains. C'est la même chose, hein, une dynastie de souverains. Alors, ça peut être des rois, des empereurs, des sultans. Dynastie, donc c'est une famille qui va régner de façon héréditaire, famille qui règne de façon héréditaire sur un empire, hein, de père en fils, ou des fois de père en fille, ou de fille en père, de fille en fils, de mère en fils, pardon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui règne de façon héréditaire sur un territoire. Alors, cette dynastie-là, donc la famille des Han, va évidemment, voilà, va régner plus de 400 ans sur cette Chine-là qui, vous voyez, ne correspond pas exactement aux frontières de la Chine actuelle, mais quand même qui en prend une partie. Donc elle est fondée par Han, c'est pour ça, hein, le père de tous, hein, en 206 avant Jésus-Christ, à la suite de révolte, et suit la mort du premier empereur de Chine, Qin. Donc cette dynastie-là règne sur l'Empire chinois jusqu'en 220 après Jésus-Christ. Les Han réorganisent l'armée et conquièrent des terres vers la Corée, l'Ouest et la Chine. Notamment, il va développer alors de façon très impressionnante la cavalerie. Alors, on va voir un exemple de statue de l'époque pour célébrer la puissance de l'armée chinoise grâce à ses cavaliers. Le cheval était pris seulement pour un instrument commercial, pour transporter les marchandises ou pour transporter les commerçants, pour du transport. Et il est aussi pris ici comme dans l'armée. Voilà, des statues du deuxième siècle après Jésus-Christ, où l'on voit des militaires, alors, ce sont des soldats, hein, sur leurs cavaliers. Ça permet d'aller très vite, permet d'effrayer l'ennemi qui est souvent à pied, hein, qui sont des fantassins. Et donc, cette armée-là va conquérir de nombreux territoires. On va plus vite à cheval aussi pour conquérir de plus grands territoires qu'à pied, parce que du côté de la Chine, les territoires sont très très vastes, hein. Il y a donc d'un côté le côté offensif de l'armée chinoise avec sa cavalerie, mais aussi le côté défensif, et ça vous l'avez dans votre livre à la page 177, document numéro 5, c'est la muraille de Chine qui se construit, qui commence à se construire déjà avant la dynastie des Han, mais qui va se développer très importante sous la dynastie des Han, la muraille de Chine, qui sert évidemment, ou la grande muraille, comme vous voulez, les fortifications construites du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc avant la dynastie des Han, et jusqu'au 16e siècle après Jésus-Christ, donc après la dynastie des Han, pour protéger la frontière nord de la Chine, des invasions mongoles notamment. Ce sont des peuples nomades qui essayent d'envahir des régions plus au sud, donc meilleures aussi pour leur agriculture, ou en tout cas pour leur élevage, parce qu'ils sont nomades, ils font de l'élevage, et les hivers sont rudes, et donc essayer de conquérir des terres plus au sud pour avoir plus d'herbes à manger pour leurs
animaux domestiques, évidemment, c'est un enjeu très important pour leur survie. Et donc, on va bloquer cette descente vers le sud par les Chinois. Les Han vont bloquer cela grâce à la Grande Muraille ou la Muraille de Chine, on l'appelle comme cela. Et notamment, alors il y a un personnage que vous avez en biographie de document numéro 1, c'est l'empereur Han Wudi. Alors là, on dit Wudi. On n'est pas dans Toy Story, hein, il s'appelle Woody, et il est vraiment très important parce qu'il a vraiment développé la prospérité au niveau militaire, au niveau économique, au niveau culturel de son empire. C'est vraiment un empire avec une vraie culture, une vraie civilisation, et c'est à partir de Woody que l'empire de Chine va être un empire très prospère, dans tous les sens du terme, avec les idées, la mode, la technologie, et on va voir les conséquences du travail de cet empereur Wudi. Voilà, alors je vous mets un portrait qui est de l'époque, hein, un portrait au fusain, donc d'encre noire, comme du charbon, hein, qui est on va voir sur un matériel inventé par les Chinois, du papier, une sorte de papier. Alors Woody, vous avez sa biographie document 1, mais je peux vous raconter aussi d'une autre façon. Vous pourrez la lire tout seul. Alors, Wu, c'est guerrier, et dit l'empereur guerrier, et c'est un Han, donc la dynastie des Han, hein, un arrière-petit-fils du premier Han. Alors, monté sur le trône à l'âge de 16 ans seulement, hein, en 140 avant Jésus-Christ, il règne 54 ans. C'est énorme pour l'époque. C'est vrai que c'est un règne très important. Il a eu le temps de développer son pays. Son nom signifie en chinois empereur guerrier, car il est un grand conquérant qui repousse les frontières de la Chine, grâce à ses alliés, mais aussi grâce à la création, ou la continuation plutôt, de la Grande Muraille. Il noue des alliances en Asie centrale qui permettent donc l'ouverture de la route de la soie. Il remet en ordre l'empire et renforce son pouvoir à partir de sa nouvelle capitale, Chang'an, qui est une capitale centrale, hein, plus au centre de la Chine, donc plus à côté de ces nouvelles conquêtes, pour justement voir la progression des conquêtes chinoises vers l'ouest. Adepte des principes de Confucius, alors on va lire ensemble le texte de Confucius. C'est un grand philosophe chinois de cette époque-là, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est aussi poète, et oui. Donc les arts sont très importants aussi pour développer la culture chinoise et la langue chinoise. Il est considéré comme le plus grand des souverains de la dynastie Han. Ben oui, 54 ans. Alors je réfléchis, mais oui, mais non. Oui, aucun empereur romain n'a régné 54 ans. C'est quelqu'un très important. Il a vu défiler beaucoup d'empereurs romains. Il a noué des alliances avec des pays, des empires ou des empires ou des pays dont les chefs d'État n'ont pas duré autant. Donc il avait une grande connaissance de tout cela. Et c'est un philosophe, donc, enfin un adepte de la philosophie de Confucius, un poète et un guerrier à la fois. Donc, il a beaucoup de qualités. Et on va lire donc ensemble, je vais vous lire, puisqu'on est en cours, en capsule vidéo, hein, document numéro 4, page 177, les paroles de Confucius. Alors, Confucius est un penseur, c'est un philosophe. Philosophe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie. Donc c'est vaste comme idée. Hein. Confucius est un penseur qui a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Son enseignement donné aux fonctionnaires chinois, on va voir ces fameux fonctionnaires chinois qui vont dans tout l'empire organiser l'empire dirigé par l'empereur. L'empereur va leur donner des ordres et ces fonctionnaires vont être très obéissants et remplir les ordres de l'empereur. Alors, de l'empereur Han de leur époque. Alors, le fonctionnaire chinois nous est connu grâce à un ouvrage intitulé Entretiens, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Confucius dit « L'homme de bien a souci de 9 choses. Il s'applique à bien voir ce qu'il regarde, à bien entendre ce qu'il écoute. Il a souci de respirer la bienveillance dans son expression, la déférence, c'est-à-dire le respect, c'est un synonyme. Le respect de quoi? Dans ses manières, oui. L'honnêteté dans ses paroles, le sérieux dans son travail. Dans le doute, il demande conseil. Dans un accès de colère, il pense aux conséquences. Dans la perspective d'un profit, il garde le souci du juste. Confucius, les Entretiens, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est une parole très sage qui peut, comme on a étudié le christianisme ou le judaïsme avant, se référer à quelques idées du christianisme
ou du judaïsme, hein, puisque il a la bienveillance dans ton expression, c'est respecter ton prochain. Il dit l'honnêteté dans ses paroles, c'est-à-dire ne pas mentir à son prochain, c'est un des 10 commandements pas le Dieu monothéiste des Juifs comme des chrétiens a imposé à ceux qui le respectent. Donc il y a quelques liens, alors qu'ils ne se connaissent pas. Hein. Confucius n'a pas lu les 10 commandements, n'a pas lu la Bible hein, à l'époque, enfin l'Ancien Testament, puisqu'il n'y a pas le Nouveau Testament, il a connu Jésus. Mais il y a des idées que l'on peut reprendre qui sont communes à la philosophie chinoise de l'époque, qu'on appelle la philosophie confucianiste, et les premiers monothéistes, comme le judaïsme, qui est là. Et aussi une, une idée que dans le commerce, il y aura une certaine justice et que donc il ne faut pas, disons, on va dire, arnaquer ou escroquer son prochain, même si on fait du commerce, même si on fait du commerce pour gagner de l'argent. Donc il y a eu quelques principes, eux vont s'appliquer à faire les Chinois. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont baignés dans cette culture du confucianisme. Alors, pour terminer ce cours sur l'Empire romain et l'Empire des Han, la Chine des Han, eh bien, je propose donc de lire la suite. Donc, au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire chinois est comparable en superficie et en nombre d'habitants, 60 millions environ, à l'Empire romain. Pour protéger et administrer son très grand territoire, hein, et bien, comme pour les gouverneurs, eh bien, les empereurs romains ont des gouverneurs, eh bien, les Chinois vont recruter des personnes, mais ils ne vont pas les former de façon différente. Les anciens gouverneurs sont d'anciens chefs militaires qui ont la confiance de l'empereur, qui ont été proches de l'empereur et qui sont envoyés dans les provinces pour faire régner l'ordre. Là, ce sera un peu différent. Ces personnes deviennent des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État chinois, pas forcément des militaires, ils sont recrutés sur un concours intellectuel, de savoir lire, écrire, d'avoir appris la pensée de Confucius, donc ils sont bercés par cette pensée-là. Et donc les meilleurs influencent la politique de l'empereur, ils sont recrutés par concours, donc oui, des fonctionnaires, donc à vie, hein, à leur vie, ils sont voués à servir l'empereur toute leur vie, et les meilleurs d'entre eux hein, influencent la politique de l'empereur, on les appelle les mandarins. Hein. Vraiment l'écoute, ils sont les conseillers en fait, ils sont des conseillers de l'empereur. Certains même vont jouer le rôle d'empereur quand l'empereur n'a pas envie de jouer le rôle. Ils vont travailler et diriger l'empire quand les empereurs n'ont pas cette vocation. En fils, des fois, il y a des fils qui n'ont pas une vocation d'empereur. Et bien, les mandarins vont pas prendre le pouvoir, mais vont garder à côté du pouvoir, à côté de l'empereur. C'est eux en fait qui vont diriger le pays. Alors, dernier point important, prospère et technologique, un empire fortement technologique à l'époque, hein, qui a une avance technologique très importante. Son avance technologique donc, est importante par rapport à l'Empire romain. Invention du filage et tissage de la soie, donc on l'a vu. Hein. La charrue, et oui, la charrue n'existe pas dans l'Empire romain. Le gouvernail, pour le commerce maritime, c'est important. Le sismographe, qu'est-ce que c'est un sismographe hein? C'est un instrument qui permet de prévoir les tremblements de terre. Bon, il y en a un. La boussole, oui, c'est important pour se diriger et faire du commerce et pour faire le transport. Le papier, et oui, qu'on va utiliser, pas du tout dans l'Empire romain, très peu, hein, mais qui va se développer au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Et la porcelaine, par exemple, ça aussi, dans les riches familles romaines, avoir de la porcelaine chinoise, on en a retrouvé, hein, à Rome ou dans des très grandes villes de l'Empire romain, c'était un signe de richesse absolue. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici le vocabulaire hein, de la soie mandarin, papier, porcelaine, tout ce qu'on a vu ensemble. Merci de votre attention et puis à bientôt.